Du coup, l'enregistrement a démarré. Je suis super content d'être avec toi, Marion, pour enregistrer. Alors, je pense que ça va être un des premiers portraits qu'on publie de la saison 2 en plus du podcast The Wheel of Devs. Donc, tu es Marion Félix de Mapleur et tu as fondé Mapleur pour que les développeurs aillent travailler au Canada. Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est correct. Merci, C'est- Damien. Je suis vraiment contente d'être là aussi. Ok, du coup, aujourd'hui, on essaye le nouveau fil rouge, d'accord? Et la première question que je voudrais te poser, parce que j'ai plein de questions à te poser, bien sûr, on a passé 30 minutes à parler avant de démarrer l'enregistrement, donc on est tous les deux très haut en énergie. La première question que je veux te poser, c'est quoi un développeur selon toi en 2021? Alors, un développeur en 2021, pour moi, déjà, c'est un développeur heureux, qui passe ses journées à faire des choses qu'il aime et une personne qui a compris justement qu'est-ce qui le rend heureux. C'est ça le Ouais, plus important pour moi. d'accord. Ok. Mm. Un développeur en 2021, il faut qu'il comprenne. Il a eu le temps de réfléchir à pourquoi il est heureux, ou en tout cas, en 2021, on va trouver la réponse à cette question. Est-ce que c'est ça le spoiler de Ouais. l'émission? Ouais, je pense qu'il aura trouvé la réponse à cette question, ou alors il aura pris le temps de se la poser, et puis il aura réussi justement à faire des choses qu'il a toujours envie de faire. Et comme on dit, on vit qu'une fois, donc Ouais. autant le faire maintenant, quoi. Du coup, je m'étouffe complètement. Ne Ça, meurs pas, s'il te plaît. Je suis beaucoup trop loin pour t'aider. je serais obligé de faire une coupe du coup au montage. Euh, Qu'est-ce que je disais? Du coup, par où commence ton parcours? À quel moment tu es devenu développeur? C'est quoi le premier code que tu as mis en production, par exemple? Bah déjà, moi, à la base, j'ai toujours aimé l'informatique depuis que je suis toute petite. C'est toujours été ma passion. Mais pas l'informatique comme tout le monde l'entend. Moi, c'est vraiment les ordinateurs, en fait. Ouais. C'est vraiment, en fait, le côté hardware où j'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionnait. Quand j'ai eu mon premier ordinateur que mon père a apporté à la maison, moi, j'étais comme une folle et j'ai toujours voulu l'ouvrir, comprendre. Ça m'intriguait de trop, quoi. J'étais celle dans la famille qui piquait toutes les heures Wanadu à tout le monde parce qu'on en avait que 5. Et du coup, en fait, j'adorais trop. J'adorais trop. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je suis très curieuse de base, j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Ben, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans l'informatique parce que pour moi, en fait, c'était des études qui te permettaient de comprendre l'ordinateur. Euh, donc, j'ai jamais trop réfléchi même au développement parce que personne autour de moi n'était capable de me parler de ça parce que moi, dans ma famille, j'ai personne qui a fait d'études d'informatique. Voilà, j'ai pas eu vraiment de personnes pour répondre à mes questions. Puis même mes copines, etc., j'avais pas forcément de gens qui pouvaient répondre à ça. Donc je me suis dit, bah, je vais faire le lycée, des études scientifiques parce qu'apparemment c'était ça qui t'ouvrait le plus de portes, bien que j'étais pas très forte en maths. Euh, et quand j'ai dit à mes conseillers d'orientation que je voulais faire de l'informatique, on m'a dit, mais non, tu devrais plutôt faire un truc plus de filles, ou je sais pas. On a essayé de me dévier un peu. Ouais, on a essayé de me dévier. Puis on m'a dit, de toute façon, t'es pas très forte en maths. Et puis, tu sais, les écoles d'ingénieurs, c'est pour l'élite. Et moi, j'étais pas l'élite. Quand j'étais au Québec, justement, en fait, les gens qui faisaient le bachelor d'informatique, ils savaient pas ce que c'était logarithme et exponentiel à la fin. Enfin, il y avait la Ouais, moitié des étudiants qui le savaient pas. Et les ouais. professeurs avaient pas un consensus sur le sujet de est-ce que c'est grave ou pas. Alors, pour moi, ça me paraissait franchement, quand même, Ouais. c'est niveau Mhm. terminal S, quoi. Mais non, mais en vrai, on peut faire de l'informatique sans faire de maths. Ben ouais, moi pour moi c'était vrai, mais apparemment pour les personnes c'était pas le cas pour tout le monde. Donc comme je faisais pas partie de l'élite, on m'a pas du Mhm. coup dirigée vers des études d'ingénieur. Donc ça Ouais. c'était correct. Sauf que du coup je suis partie en DUT parce que DUT informatique, moi je suis de Montpellier donc c'était parfait. J'ai pu faire le DUT, donc j'ai été Ah, c'est acceptée. l'université avec l'espèce de hot dog, c'est ça? Ouais, c'est ça, le rond-point. Ouais, c'est ça, le rond-point saucisse hot dog. Ok. Donuts, saucisse, un truc comme ça. J'en ai aucune idée, j'ai jamais compris ce que c'était. Je crois que personne ne sait. Bah, je crois que personne ne sait non plus. Mais moi, enfin, tu vois. Euh, mais du coup, voilà, donc j'ai fait un DUT, je suis rentrée en DUT, et c'est là où en fait je me suis dit, mais pourquoi je suis la seule fille dans mon amphi? J'ai pas compris en fait, parce que jusqu'à ce moment-là, vraiment précis où je me suis assise dans l'amphi, pour moi, je savais pas que ça intéressait pas les filles l'informatique et j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Ouais. Enfin bref, du coup j'ai fait donc première révélation et ensuite j'ai compris que les études n'étaient pas du tout axées sur l'ordinateur. En fait, on m'expliquait pas du tout le côté Non, c'est hardware le parce que logiciel, ouais. c'était le soft, le Ouais. développement et tout ça. Mais c'est pas grave. Du coup, deuxième révélation, et là, je me suis dit, oh, mais c'est génial, c'est trop bien. Alors, tous mes collègues, alors Marion, toi, t'as déjà développé en quoi? Moi, je dis, ah, mais j'en sais rien. Moi, j'ai jamais développé de ma vie, quoi. Moi, j'ai juste ouvert un ordi, puis j'ai enlevé les bugs et tout ça, c'est trop cool. Et, et du coup, bah voilà, donc deuxième relation, et j'ai adoré mes études. Moi, je suis vraiment, j'ai adoré mes études. J'ai
j'ai vraiment aimé les gens que j'ai rencontrés, les profs que j'ai eus. Et du coup, j'ai réussi à être dans les meilleurs de ma promo, ce qui fait que j'ai pu aller en école d'ingénieur via cette passerelle de DUT. Ah, ok, trop bien. Ouais, donc j'étais trop contente. Mais là encore, c'est un prof qui m'a poussée parce que moi, même après le DUT, je voulais toujours travailler avec le hardware. Je voulais travailler dans les magasins pour réparer les ordinateurs, qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, mais du coup, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un prof qui t'a aidé à passer le syndrome de l'imposteur. Exactement. En fait, c'est un prof qui m'a dit non, mais tu t'arrêtes pas là, tu continues et puis tu vas en école d'ingé. Et puis j'ai dit bah, ok, pourquoi pas. Et puis j'y suis allée, j'ai été acceptée et puis j'ai encore adoré mon école d'ingé. Et c'est là où j'ai appris justement le développement vraiment plus. J'ai appris justement toutes les possibilités autour du métier de développeur. Et j'ai vraiment, enfin moi je suis quelqu'un de très passionné par l'informatique et ça depuis toujours. Donc j'ai de la chance d'avoir fait des études qui me plaisent parce que j'ai pas eu d'a priori sur le métier de dev, j'ai pas eu d'a priori parce que je le connaissais pas. Je suis juste allée là-dedans parce que j'aimais ce que je voulais. Enfin, au fond de moi, dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que j'y aille, j'avais l'intuition d'y aller, puis j'ai performé, quoi. Ok, et du coup, les premières choses que tu as codées, c'était plutôt du mobile, du web, du back, du front. Ouais, le tout premier truc qu'on a codé, bah, du coup, c'était en DUT. Et à l'époque, c'était en ADA, quoi. C'était de l'ADA, ou alors on a fait un peu Programmer des d'HTML. missiles. Qu'est-ce qu'on programme en ADA? Mais rien de très important, mais en fait, c'était pour nous apprendre vraiment l'algorithmie via un langage. On a fait aussi du C, en fait, on a fait plein de trucs, Et mais c'était très concret. dans le monde pro, quelle est la première réalisation dont tu es fier, tu vois? La première réalisation, alors la toute première que je suis vraiment trop fière, c'était justement mon premier stage de DUT. Donc, j'étais en 2e année. J'étais, voilà, vraiment pas du tout, je pense, prête pour le marché du travail. Mais en fait, j'avais la conviction que je pouvais faire des choses parce que j'étais passionnée. Et je suis partie en Angleterre justement pour faire un stage parce que j'ai toujours aimé voyager aussi. Donc ça, on en reparlera après. Et en fait, j'ai trouvé un stage autour du jeu vidéo. Mais en fait, c'était vraiment c'était pas vraiment le jeu vidéo, mais c'est dans un laboratoire de recherche pour les enfants où le but c'était en fait de faire un programme pour eux, un petit jeu pour eux pour qu'ils arrivent à se repérer un peu dans l'espace avec le côté 3D et tout ça. Et j'avais jamais développé de jeu, j'avais jamais développé en C++, j'avais même jamais développé vraiment en équipe. Et en fait, je l'ai fait quoi. Je l'ai fait, j'ai cherché sur internet avec le site du zéro, on pouvait tout Ouais. faire à l'époque. Avec les 6.0, les tutos en C++, moi j'ai appris l'objet, je pense, avec PHP objet sur le site du 0. Hein. Bah voilà, moi c'est grâce à ça et juste j'avais la motivation de le faire et puis on l'a fait et puis ça s'est trop bien passé quoi et ça j'étais trop fière quoi. Est-ce que ça, c'est une composante du métier, hein, c'est quand même qu'on commence des choses, on ne sait pas quand on va les finir. Hein. Et c'est ça qui est trop cool en fait, c'est de commencer vraiment en se disant mais en fait j'en ai aucune idée et personne n'a cette idée parce que personne n'a jamais fait ça avant en fait. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien en fait, on est les premiers à faire quelque chose que personne d'autre peut-être fera quoi. Tout le code qu'on développe, c'est unique et c'est trop beau quoi. J'ai eu du mal quand je me suis lancé en free mes clients, ils voulaient toujours que j'ai déjà résolu le même problème chez un autre client. Tu vois. Ah non. Comment Non. t'es sûr que tu vas résoudre le problème? Je sais pas, tous les autres problèmes, je les ai déjà résolus. Il y a un moment quand même, il y a quand même un moment où on est efficace, genre on pense qu'on va tout résoudre. Je sais pas. Il y a un moment où on développe cette confiance en soi. Ok. Bah. Et du coup, à la fin de l'université, tu prends un job, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, moi en fait j'ai profité de ces 5 ans d'études pour faire des stages dans plein de domaines parce que je suis très curieuse. Donc j'ai fait un peu de réseau, j'ai fait du développement, j'ai fait de la recherche parce qu'après je suis aussi partie dans un labo de recherche sur New York pour faire vraiment de la recherche. Donc là c'était plus des maths scientifiques appliquées avec la théorie des graphes et tout ça. Et j'ai encore une fois, en fait j'ai adoré tout. Sauf qu'en sortant d'études, quand tu as fini tes études ou tu as un peu t'as fini ta folie d'étudiant, de pouvoir tester plein de trucs, etc. Là, on te dit, bon, bah là, faut trouver ton premier job. Et puis, t'entends un peu à la télé, toujours comme c'est compliqué d'avoir un CDI, c'est compliqué d'avoir son premier salaire. Du coup, moi, je suis allée un petit peu, on va dire, à la facilité. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui sont venues me recruter directement en école, même avant que j'ai eu mon diplôme. Et j'ai accepté, en fait, sans trop me poser de questions, parce qu'en fait, on me proposait un CDI, on me proposait un salaire qui était convenable. Et je me suis dit, bah go, mes parents, ils vont être trop fiers de moi, j'y vais, quoi. Non, mais en vrai, ça marche. Et d'ailleurs, les écoles ont des partenariats avec des entreprises. Ça marche bien pour les entreprises. Hein. Oui, je le conçois. Et c'est alors, du coup, t'as démarré dans une ESN, du coup? Exactement. Donc, j'ai travaillé dans une ESN. Donc, j'ai commencé chez Steria à l'époque sur Montpellier. D'accord, ok. Ouais, ça s'appelait pas Sopra à l'époque? Non, en fait, ça s'appelait Steria. En fait, à l'époque, il y avait Steria et Sopra. Et puis, ça a fusionné quelques années après. Ouais, ok. Donc, maintenant, c'est Sopra Steria.
Ouais, il devait pas. Ouais, je sais pas pourquoi je devais pas avoir Steria dans mon champ de vision ou dans mon bassin d'emploi pour que je l'ai pas calculé. Je crois que je l'ai découvert au Canada, Steria, en fait. Non, Steria, je crois même pas que je. Non, ça n'est même pas au Canada, Steria. Ouais. C'est vraiment. Non, c'est CGI au Canada et ils ont racheté Logica après en France. Bah, CGI, c'est canadien, ouais. C'est une grosse boîte canadienne, ouais. Oui, mais ils ont une tour à Chicoutimi. Ah oui, mais ça m'étonne pas parce que c'est une Tu très la très vois grosse. depuis partout, hein, la tour de Chicoutimi. Attends, j'ai regardé pour voir. Non, c'est trop loin, Chicoutimi, je peux pas voir de là, c'est fou. Mais ouais, du coup, là, aujourd'hui, t'habites où au Canada? Je suis à Montréal. À Montréal? Bah oui, non, tu vois pas Chicoutimi d'ici, mais tu te Bah moques non. de moi. Tu te moques de moi. Oui, parce que c'est trop loin. Mais t'as jamais essayé de rouler jusque nord, c'est pas plus loin. C'est 5 heures de route, le Québec, tu le traverses en 5 heures. Ah non, 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 mais oui, oui, non, mais clairement, de toute façon, je suis jamais allée à Chicoutimi, mais je suis allée pas très loin, mais l'objectif, c'est d'y aller. Montréal, tu peux vivre sans voiture. Ouais, ça, c'est aussi, ça, c'était un de mes objectifs. Je Alors déteste qu'à la voiture. Chicoutimi, tu peux pas, hein. Et c'est ça. Ils ont même pas mis les trottoirs, et puis de toute façon, quand il y a la neige, on voit plus les routes, alors. Ouais, c'est embêtant pour conduire, ouais. Non, mais moi, au début, je pensais que j'aurais pas de voiture, mais j'ai été obligé d'en acheter une, parce que, en vrai, tu peux même pas faire tes courses. Ça peut... Ah ouais, non, mais c'est clair, hein. Mais, ouais. Mais même quand tu es en banlieue de Montréal, hein, parce que moi, je suis vraiment en centre-ville, donc ça, c'est cool. Ouais. Mais quand tu es en banlieue de Montréal non plus, hein, Sur tu le peux plateau? pas. Non, je suis pas sur le plateau. Je suis downtown. Ok. Attends, du coup, et à quel moment tu quittes le SN et qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah, du coup, le SN, c'était trop cool. J'ai eu mon premier salaire, mes premières expériences professionnelles. En plus, j'étais avec C'est mes trop cool, mêmes. pourquoi? Parce que j'étais avec mes mêmes collègues de promo. Et moi, j'adorais parce qu'on était tous au même endroit. On avait l'impression que c'était super simple, super fluide et que, genre, c'était trop cool, sauf qu'on avait 5 semaines de Continuité de vacances. l'école, quoi. Ouais, 5 semaines de vacances, le premier salaire, genre trop la fierté, quoi, de dire à tout le monde, bah, c'est bon, j'ai mon CDI et puis je suis valorisée par rapport à ça, quoi. Ouais. Donc, C'était vraiment ça. et alors, il y a un point de rupture ou c'est une opportunité qui te fait partir? Bah, après, ouais, mon problème, c'est que je me lasse assez vite et que j'ai toujours besoin que mon cerveau travaille à créer des nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai participé en même temps, un peu pendant mes études et pendant mes premières années chez Steria, j'ai commencé à faire des startup week-ends, donc j'ai Alors, adoré ça. les premiers Startup Weekend à Montpellier, c'est 2012, 2013? Ouais, je crois que c'était je crois que c'était un des premiers, ouais, parce que Ah moi, ouais. j'ai été, ouais, c'était ça, 2012-2013, les premiers que j'ai faits. Comment il s'appelait? Willy Brandt? Ouais, peut-être, et tu avais Camille Roux aussi qui en faisait beaucoup. Camiro, ouais, qui a fait la magie dans la rue après. J'ai retenu Ouais, la magie dans la rue. avec Mais oui, plein de belles. effectivement. C'est vrai qu'en plus, Startup Weekend Montpellier, c'était un peu vraiment une équipe de rockstar dans le monde Startup Weekend, parce qu'il y avait vraiment tous ces gens-là très, très Et singulières. ouais. Et elles sont géniaux et c'est ça aussi, moi j'aime bien être inspirée par les gens et je m'inspirais beaucoup aussi des équipes et cetera et je me sentais vraiment bien et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop cool l'informatique». Mais vraiment, parce que tu peux faire je me rappelle à un moment, je me suis posée chez moi, je me suis dit: «Oh, mais c'est trop cool l'informatique, tu peux faire ce que tu veux». Ouais. Mais vraiment, il y a pas de limite. Et du coup, moi, en fait, sur le Startup Weekend, moi, j'ai surtout découvert que le business model Canvas, en fait, je peux le faire. Le business model, je sais le faire. En fait, aller voir des gens dans la rue, leur poser des questions, je sais le faire. Et je pensais qu'on apprenait des choses dans l'école de commerce qui servaient à créer des entreprises, mais en fait, on sait Non. le faire aussi, quoi. Tout ce qu'ils ont appris, on sait le faire. C'est de Du la coup, théorie, que tu cherches sur internet comme tu chercherais un bug sur Stack Overflow, hein. Cherche c'est ça. comment en fait, nous, on sait chercher, on sait trouver des solutions, on sait analyser le problème, donc ça, c'est génial. En fait, on sait utiliser notre cerveau, et Et on l'applique, entreprendre, c'est résoudre des problèmes de la société? mais oui, entreprendre, c'est résoudre des problèmes. C'est Ok. juste que c'est pas des problèmes dans ton code, quoi. Je suis amoureux de cette définition de l'entrepreneur-développeur qui sont hyper cohérents parce que être développeur, c'est résoudre des problèmes. L'entrepreneur, résoudre des problèmes de la société. Moi, ça me va. Ouais, mais après, je pense on s'aligne sur plein de sujets, hein. C'est clair, on est tous les 2 en dev, entrepreneurs, donc je pense qu'on a aussi compris qu'on pouvait appliquer, on a beaucoup en tant que développeur, je pense que c'est vraiment moi, je me dis toujours je suis développeuse toujours, je le resterai toute ma vie parce que c'est ma passion, c'est ce qui m'anime et ce qui fait que j'ai pu aujourd'hui faire vraiment ce que je voulais, quoi. Ok. Et du coup, les startup games, c'est un virus. Tu t'es rendu compte que tu pouvais en faire beaucoup aussi et t'as bougé. Comment ça s'est passé? En fait, oui, et j'ai rencontré plein de monde et j'ai démarré des projets, en fait. J'ai démarré des projets et j'en ai fait et j'ai adoré ça.
Après, et en fait, les startup week-ends, ça m'a aussi aidé parce que j'ai déménagé sur Lyon, parce que pareil, après, je m'ennuyais un petit peu sur Montpellier, donc j'ai été mutée sur Lyon. Et après, arrivé sur Lyon, je connaissais personne. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des startup Des stars week-ends de pour week-end. rencontrer du monde. Je rejoins beaucoup de communautés. Moi, je suis beaucoup sur l'aspect communautaire, par exemple des meet-up ou quoi dans la À tech. Lyon, tu as dû rencontrer Barnabé. Exactement, Il est trop exactement. cool. Ah oui. Exactement. D'ailleurs, je l'ai re-rencontré après parce que c'était plus dans le cadre de mon projet entrepreneurial. Ouais, Puis, et du coup, il était à Réseau Initiative à l'époque et du coup, il a dû t'aider. exactement. Bah, c'était Ouais. par rapport à ça. Par Alors, rapport à ça. je suis en train de me rendre compte, il faut que j'arrête de name dropper les gens parce que sinon, ça va faire hyper entre soi. Hein. Je vais arrêter, mais c'est que des gens que j'aime beaucoup, c'est pour ça. Hein. C'est pas pour faire Ben, entretien. Hein, mais... on a un réseau commun, on va dire. Ok. Et donc à Lyon, tu refais des startup weekends pour rencontrer des gens. En plus, à l'époque, à Lyon, il commençait à y en avoir plusieurs des startup weekends dans l'année, Ouais. j'imagine. Ouais. Il y a les startup weekends plutôt scientifiques. Et à Lyon, il y a des startup weekends scientifiques avec le monde de la recherche à Villeneuve, à Villeurbanne, c'est ça? Ouais, aussi, il y avait ça. Moi, j'en avais fait un plus dans le centre de Lyon quand je suis arrivée. C'était vraiment général. C'était un peu le même que j'avais fait à Montpellier. Voilà. Mais bon, en fait, du coup, comme j'avais pas. Enfin, parce que c'est vrai que le Startup Weekend, la première des choses, c'est qu'il faut que les gens votent pour ton projet. Mhm. Et moi, en fait, comme ça s'était fait à Startup Weekend-là, tout le monde se connaissait, donc tout le monde votait un peu pour les uns pour les autres. Ok. Puis moi, comme j'arrivais from scratch, je connaissais personne, bah, c'était pas forcément facile, mais on a réussi par un petit truc détourné de quand même pitcher notre projet en mode. Mais bon, voilà, c'était pas un projet qui est allé très loin. Moi, on pourra en reparler après, mais c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse toujours, mais je pense j'ai pas réussi à trouver trop de solutions, mais c'est pas grave, il y en aura peut-être jamais. Mais voilà. En vrai, c'est trop bien parce que ça veut dire que tu avais trouvé un problème. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur des solutions sans qu'il y ait de problème, en fait. Hein. Ah ouais. Mais Mhm. bon, ok. Et du coup, alors, ça nous amène où ce Startup Weekend à Lyon? Bah, du coup, Startup Weekend à Lyon, donc ça c'est cool. Je commence à rencontrer un peu du monde. Je m'implique beaucoup sur mon projet là en tant que salarié parce que du coup, je suis envoyée en mission chez Enedis, Ok. où je travaille sur le déploiement des compteurs Linky. Donc ça, c'était un projet qui m'animait beaucoup parce que concrètement, je comprenais l'enjeu et puis je comprenais aussi que c'était hyper important. Donc là, je me sentais valorisée d'être dans un super projet comme ça. Donc là, je me suis éclatée. En plus, j'ai eu la chance, même si j'étais junior, hein, moi là-bas, je faisais du développement C#. J'avais jamais fait de Java et là, j'ai été positionnée chez un client pour du développement Java. Alors, j'en avais jamais fait, mais j'ai réussi à faire les entretiens parce que les entretiens, c'est aussi de l'entraînement. Mais ça, on pourra aussi en reparler. Ouais. J'ai réussi à montrer ma motivation et puis ça s'est passé. Après, certains diront que c'est aussi parce que je suis une fille et que clairement, il manquait de filles dans les équipes et que du coup, j'ai rempli des quotas. Mais ça, je le dirai pas trop fort parce que je pense que ça me plaît pas d'avoir su ça un jour. Non, mais attends. Ouais, ok, non. Tu penses vraiment que pour les quotas, tu penses vraiment que sur ce coup-là, tu as été pris sur un sujet de quotas? Ouais, je pense que c'est un petit doute que j'ai et c'est aussi pour ça que je me bats aujourd'hui pour ça parce que le fait de savoir ça, Ouais. ça a changé toute ma façon de faire en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire parce qu'en gros, en sachant très bien que tu as été prise parce que voilà, il manquait de filles et qu'on avait envie de féminiser les équipes tech et ce que je conçois totalement parce que la diversité c'est génial. Mais de savoir ça en amont et que tout le monde te dise ça à machine à café ou que tu as toujours des petits pics à droite à gauche, toi tu te mets à douter, puis du coup tu te mets à prouver que c'est faux et tu te mets à travailler comme une dingue et puis tu te mets à ramer en fait pour changer la perception des gens. Et ça Ouais, c'est mais compliqué. sans les quotas, tu aurais quand même eu un problème de considération. Alors, de toute façon, en fait, tu aurais été moins considéré en arrivant dans l'équipe, même s'il n'y avait pas eu de quotas. Bah, c'est sûr, mais que là, justement, le fait que le poste que je remplissais, c'était pas un poste de dev junior, c'était un poste de dev intermédiaire. Où ils ont pris une junior pour remplir un poste où j'étais pas forcément qualifiée. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'avais d'autres, Ouais. peut-être, voilà. C'est juste ça qui m'a. Mais Ouais, je ça, c'est pas réfléchis, grave. hein. Ouais, moi aussi, mais ça, c'est pas très. Enfin, d'un côté, c'est anecdotique, c'est aussi ça, c'est un autre sujet sur le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Mais ce qui fait que je Non, me mais sentais. en vrai, Je non, mais parce que le sujet, moi, il m'intéresse à fond. Parce que au début, quand je lançais Je cherche un dev, au tout début, tu lançais aussi Mapleur. Et moi, je pensais que tu étais une recruteuse parce que tu étais une femme. C'est après que j'ai découvert que tu étais une dev. Ben, c'est aussi quand je rentre quand je rentrais dans mes jobs, on ne pensait jamais que j'étais une développeuse. C'est jamais. Et tu- Et encore aujourd'hui, quand je dis c'est aux que gens que je suis tech et que je suis dev, ils te disent, ah ouais, mais t'es une femme pourtant. Bah moi, oui, alors. je vais faire mes rendez-vous. Au début, j'allais faire mes rendez-vous commerciaux avant le Covid, habillé comme un développeur, tu vois. Et quand je me présente à l'accueil, je demande les RH. Et du coup, ils pensent que je suis un candidat.
Mm. Bon, du coup, bref, en vrai, c'est un souci, mais le sujet, ça reste quand même que, quota ou pas, quand tu es une femme dans la tech, tu as besoin de faire un effort de plus pour avoir la considération de tes pairs. Ouais, je devais Et montrer que j'étais capable. tu devais montrer que tu étais capable, et donc ils te testent et ils te challenge. Et ça, en vrai, bon, est-ce que le quota, au final, c'est pas un privilège pour toi? Parce que, je veux dire, parce qu'il y a plein d'opportunités que t'as pas eues, et s'il n'y avait pas eu le quota, tu aurais quand même eu un effort à faire pour gagner cette considération. Oui, je pense que j'aurais pu avoir d'autres opportunités, ça c'est clair, mais peut-être que je me dis, si j'avais eu un autre junior développeur C# qui arrivait au même entretien, sur les mêmes CV que moi, juste parce que moi j'étais une fille, je suis passée devant lui en fait. Je pense que c'était plus du sexisme, mais positif en fait envers moi. Mhm. Ouais. Bon, après, ils auraient. Ouais, ok, ok. Bon, ok, Je ça me va. Mais après, Mhm. voilà, c'est une perception. C'est aussi pour ça que, en fait, je suis restée un peu plus longtemps dans ce projet. C'est parce que j'avais besoin de faire mes preuves et je les ai faites. Et que du coup, après, j'ai eu des beaux retours de mes collègues et je suis restée presque 2 ans et demi sur ce projet. Donc, c'était un super projet. J'ai adoré. Mhm. J'ai appris plein de trucs. Donc là, j'ai appris vraiment tout ce qui est industrialisation du code, travailler dans un grand groupe avec les process, les façons de faire, etc. Donc, j'ai vu un petit peu ce que c'était de travailler dans un grand groupe. Ce qui m'a conforté dans l'idée que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire toute ma vie, C'est parce quoi que le système de ticket? J'aime bien décrire dans le concret. Tu vois, c'était quoi le système de ticket? Vous aviez un Mantis, un Jira, un bah Redmine? oui, c'est ça, c'est un Jira quoi, c'est un Un Jira Jira? avec Un Jira, c'est moderne. ouais, en plus, ce qui était bien par contre, parce que moi c'était à l'époque, c'est pas très, il y a très longtemps, c'était voilà, c'était il y a quoi? Ah, on a commencé en même temps. Déjà, si t'avais Git au lieu de SVN, c'était cool, hein. Ah oui, oui, on avait Git, on avait tous les derniers outils, mais Bah ouais. c'était génial, hein, techniquement. Moi, j'étais avec des process en agile, on se levait pour les daily, ça c'était tout nouveau, hein, avec un coach agile et tout, avec des rétrospectives et un playing poker et tout. Moi, j'étais là, je fais, mais c'est génial, j'adore, Non, j'adore. mais aujourd'hui, les gens, ils ont des Git et des Git et des Jira, ou enfin des outils modernes, et ils se rendent pas compte qu'avant, on a galéré avec des SVN et des outils moins modernes, quoi. Ça, moi, je passais de SVN à Git. Déjà, c'était énorme, hein. Je passais d'un cycle en V à un méthode agile. Moi, j'étais comme une folle. Donc, en fait, j'étais toujours dans cette notion d'apprendre, parce qu'en fait, l'informatique évoluait beaucoup. Donc, en fait, on était toujours avec plein de nouveautés et c'est ça pour ça que j'étais trop contente, quoi. Ouais, ok, c'est cool. Euh, à quel moment tu décides de créer Mappler dans l'histoire? Bah, ma pleure, ça arrivait encore après, hein, parce que là, c'est pas fini. Après, du coup, moi, j'en ai eu un petit peu marre de travailler. Voilà, en fait, au bout comme moi, je me lassais assez vite parce que je pense que j'étais pas vraiment à ma place au final, au fond de moi. Et avec un collègue, on a décidé de lancer justement, de se lancer dans l'entrepreneuriat à 100%, ce que je n'avais jamais fait. Donc, quitter mon job de CDI, dire à papa, dire à maman que je quitte mon boulot pour lancer en plus une application de rencontre, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Donc dire ça a été compliqué, mais ça faisait partie de mon chemin de vie de me couper en fait de ce que les gens pensent et de me lancer pleinement sur ce que j'avais envie de faire. C'était pour résoudre un problème d'un pote qui avait du mal à trouver l'amour, et en fait j'étais tellement empathique sur ça que j'en avais trop marre et que je voulais l'aider. On voulait l'aider justement avec mon associé à l'époque, et on s'est lancé à 100% sur cette aventure. Je vais pas en parler pendant des heures parce que j'en ai déjà souvent parlé, mais en gros, pour tout te dire, ça fait partie. On peut encourager les gens à aller écouter le podcast de The Mature Dev où t'en parles largement. Ouais, c'est ça, j'en ai parlé pendant longtemps, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je me suis lancée pour la première fois à 100% en tant que dev sur un projet technique, parce que c'était le développement d'une appli. Euh, L'appli mobile, j'avais jamais fait de mobile de ma vie, mais en fait, j'ai appris, j'ai fait l'appli mobile. Elle a été pushée, elle a été déployée, elle a été utilisée, elle a été en prod, elle a été avec des utilisateurs, etc. Donc, j'ai réussi, techniquement, on est capable de le faire. Par contre, là où j'ai été moins douée, ça je l'avoue, c'est sur le côté commercial, ou quand tu te lances sur un marché aussi concurrentiel que la rencontre, parce que c'est un des marchés les plus concurrentiels. Là, il faut du bagage, je pense, mais pas forcément. En fait, non, il faut pas du bagage, il faut de l'argent. De l'argent. Il faut de l'argent parce qu'en fait, c'est des coûts d'acquisition qui sont très chers. Et en fait, moi, j'avais l'énergie de vouloir créer des choses, mais j'étais frustrée parce que ça me coûtait trop cher et j'arrivais pas à exploser en fait. Ouais, ok. Bon, en vrai, moi, ça me paraît très cohérent. Même moi, les premiers projets que j'ai créés en tant que dev, je dirais même qu'on a eu peur de les mettre à grande échelle parce que, en fait, à petite échelle, ils marchaient, et à grande échelle, ils auraient peut-être pas marché. Bah, Et, nous, en fait, moi, j'étais associée avec une personne qui était très technique, encore plus que moi. Et nous, notre problème, c'est qu'on a passé 2 ans à développer la meilleure appli
pour une meilleure scalabilité sur du cloud hyper extensible de fou où tu pouvais être X millions en même temps, ça marchait nickel. Par contre, on n'avait pas d'utilisateur. Mais on a perdu 2 ans. Et du coup, au bout de 2 ans, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de finances, tu perds ton énergie et tu te dis, j'arrête. Voilà. Ouais. Mais en vrai, il n'y a pas de bug en prod, puis ça marche. En fait, sur le papier, un projet sur le papier, sur le papier, ça marche toujours. Ouais, ok. Donc, t'es amoureux du projet sur le papier, et du coup, je comprends pas là. Et du coup, sur Mapler, c'est pour ça que sur Mapler, t'as quand même vachement moins codé au début, t'as beaucoup plus testé ou t'as essayé de prototyper. Mapler, c'était que beaucoup de marketing, en fait. Ouais. Mapler, ça a été que ça. J'ai rien fait. J'ai tout utilisé mon marketing, j'ai appris sur l'application de rencontre. Ouais. J'ai tout mis et du coup l'application de rencontre je fais vite rapidement à la fin donc ça s'arrête, on décide d'arrêter. Par contre là moi c'est hors de question, une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, t'es piqué et hors de question de revenir dans un job classique, donc je me suis lancée en freelance. Là j'ai redéveloppé sur ce que j'essayais en fait, ce que j'avais appris sur du développement mobile chez donc mon application de rencontre. J'ai développé pour des clients, j'ai bien aimé ça, le côté liberté, le côté remote, le côté de gérer. En free, du coup, tu as travaillé sur des applis mobiles d'entrepreneurs qui te commandaient des applis mobiles. Tu as fait des forfaits, des évols. C'était pas forcément de la régie chez le client. Comme j'ai des applis que j'ai développées de zéro, où j'ai fait vraiment du cahier des charges, vraiment vraiment de tout. Donc j'ai fait ça. Et en plus, après, j'ai été rappelée par mon ancien client, donc Enedis, où j'ai fait aussi du freelance pour eux. Ok. Donc ça, là, pour le coup, c'est de la vraie régie. Voilà, là, mais par contre, c'était en remote de chez moi. Ok, donc trop bien. Parce que j'avais réussi à négocier ça parce que ça faisait partie des choses sur lesquelles je voulais pas changer, quoi. Pour moi, le côté remote, c'est important. Mais oui, et je pense que ça se fait encore aujourd'hui de dire je vais être free en régie pour être en remote, plutôt qu'en salarié où on t'oblige à venir en travail. Après, j'aime bien le flexi remote dans le sens où je peux y aller parce que j'avais mon bureau, je pouvais voir mes collègues parce que j'aimais ça, mais pouvoir rester chez moi de temps en temps, gérer mon temps. Puis je leur avais dit dès le début, j'étais très honnête avec eux, j'ai dit que moi mon projet c'est l'entrepreneuriat, donc je vous dis pas que pour l'instant je fais ça parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. Je dis la vérité. J'aime vous aider, j'aime le projet. En plus vous me faites confiance, donc là je vais bien travailler, il y a pas de problème, j'ai une conscience professionnelle. Par contre, je suis très transparente avec vous. Mon souhait, c'est ça. J'avais déjà l'idée de Mapler aussi en tête. Donc ça, mon employeur, du coup, mon client m'a fait confiance sur ça et ça, je les remercie encore aujourd'hui parce que j'ai pu beaucoup travailler. J'ai fait beaucoup d'heures de freelance en pas beaucoup de temps. Garder cet argent parce que j'avais besoin d'argent et du moment où j'ai pu, j'ai tout arrêté et là, c'est là où Mapler a commencé à bien se développer parce que je me suis lancée à fond sur ça, quoi. Ouais. Alors, en vrai, avec Vincent, on a fait la presta aussi. Au début, on a mis 130 000 € aux réserves pour financer le démarrage, en fait. On pouvait avoir l'impression que je cherche un dev, tournait pas, mais en fait, parce qu'on était en train de faire de la presta pour rentrer du cash. Et voilà. Et ça, les gens, exactement, ils le voient pas. C'est qu'en fait, tu lances un produit. Par exemple, Mapler, là, on a fêté nos 2 ans la semaine dernière. Par contre, Mapler, ça fait 3 ans qu'il existe au final. Par contre, même pas 3 ans, non, ça fait 2 ans et demi. Mais par contre, pendant les premiers 6 mois plus la première année, moi, je travaillais encore en parallèle, quoi. Ça fait que vraiment 1 an que je suis vraiment à 100% de 100%, quoi. Ce qu'il y avait de marrant, c'est que mes clients, à l'époque, je leur montrais ce qu'on faisait sur je cherche un dev.fr et ils trouvaient ça trop bien. Mais ouais. Genre, je lui montrais, regarde, il y a 600 candidats dans un vivier et ils faisaient, mais attends, mais c'est trop bien ça. Mais arrête de bosser. Enfin, moi, je vais arrêter aussi ce que je fais. Viens, on arrête tout ce qu'on fait. On fait ça, tu vois. Et j'ai dit, ah non, ça c'est à moi, tu viens pas, tu vois. Et le fait que mes clients, ils trouvent ça chouette, ce que j'entreprenais à côté, ça m'a complètement validé. Mais ouais, ok. Bah oui, t'as pu tester directement, en plus avec ta cible. C'est des entrepreneurs qui avaient du mal à recruter. Et d'ailleurs, je pense que Philippe, il a recruté chez nous après. Il a utilisé. Ouais, ça a été un de nos premiers clients aussi. Ouais. Donc oui, ça marche. Et ça aussi, on peut le dire parce que du coup, on a la chance en tant que dev de pouvoir faire du freelance et d'être bien payé aussi parce que si tu travailles bien, t'es bien payé et puis tu peux travailler beaucoup puisque tu peux travailler de chez toi, etc. Donc ça, c'est cette chance aussi de pouvoir un jour faire du freelance, gagner un peu d'argent pour après mettre cet argent de côté et pouvoir après te relancer en tant qu'entrepreneur. De même que Pôle emploi, moi je le dis aussi, Pôle emploi m'a aidé sur ma première start-up où j'ai pu me mettre en chômage pour création d'entreprise et j'ai continué justement à avoir un petit salaire qui m'a permis aussi d'avancer. Donc on a de la chance en France, on a plein de possibilités, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. On va passer à la seconde partie où on parle plus de
du futur ou des développeurs de manière générale. Tes convictions à toi, du coup, c'est un développeur, ça crée, c'est ça? Un développeur, on est créatif, on résout des problèmes, on sait pas ce qu'on on entreprend des choses qu'on n'a pas fini, on entreprend des projets dont on ne connaît pas la fin, on crée, on résout des problèmes. Et on sait même pas comment aussi au début. Au début, on sait juste qu'on a un souci. Techniquement, on sait même pas comment on va le résoudre, si avec quel langage on va le résoudre. On sait même pas si on connaît le langage, mais on se lance, quoi. Ok. Ça c'est vrai, et c'est ta conviction. Et toi, ce qui a guidé tes choix professionnels, c'est le fait d'être très stimulé et de toujours être dans une posture où tu apprends, sortir de ta zone de confort et créer des nouvelles choses. Est-ce que c'est correct? Sortir de ma zone de confort tout le temps et toujours apprendre des nouvelles choses et faire comme le métier de développeur, pour moi, en fait, je teste vraiment toutes les facettes, quoi. Tu sais que sur Twitter récemment, il y a quelqu'un qui a râlé parce que non, c'était même du passif agressif. Il a dit qu'il était content de recevoir une newsletter de Nicolas parce qu'il y a beaucoup trop d'anglicisme dans le mien, Ah ouais, dans mes rédactions. Et Nicolas, il écrit en bon français parce qu'il est lancé. d'accord. Mais là, en vrai, en anglais, il y a un mot pour ça, c'est le hustle. Je l'ai pas en français, moi. Je peux pas dire genre Ouais, sortir de c'est sa vrai. zone de confort en français, c'est pas la même chose que hustler autant qu'on peut. Mais ok. Ouais, c'est ça. Du coup, en vrai, aujourd'hui, par exemple, si tu redevenais dev, dans quelles entreprises tu aimerais travailler? Tu vois, les entreprises que tu vois autour de toi, est-ce qu'il y a des entreprises où tu aimerais bosser et pourquoi? Ben, clairement, après, voilà, c'est pour aussi parler de ma pleure. Moi, je suis en train de construire quelque chose qui résout un problème que j'ai vu, que j'ai subi, clairement. Ça, c'est clair, c'est clair. Donc, ça serait quelque chose comme ma pleure où j'essaye de mettre en avant justement des valeurs qui sont importantes pour moi et dans lesquelles je me trouve bien. Même toi, en tant qu'entrepreneur, je suppose que tu crées ta boîte en fonction de ce qui te fait kiffer aussi, hein, sinon on le ferait pas. Donc, ouais, je dirais que ça serait, je m'enligne vraiment avec les valeurs de ma pleure parce que c'est les miennes. Parce que, ouais, ok, donc travailler dans une boîte qui est alignée avec tes valeurs et surtout savoir que ton code il est utile, avoir un impact, voir les utilisateurs qui sont heureux à la fin, ça c'est important pour toi. Après, je sais qu'il y en a, c'est beaucoup savoir que ton code est utile. Moi, c'est de savoir que oui, ce que je fais, c'est utile, mais aussi que je suis en ligne avec les valeurs des personnes qui m'entourent, en fait, qu'on va tous vers un objectif commun. Et ça, c'est important aussi. Et, Les développeurs qui ont trouvé un job via Mapleur, ils vont dans les mhm. entreprises. Dans ces entreprises-là, lesquelles sont vraiment cool? Dans quelles entreprises tu te dis, eux, ils ont de la chance d'être allés dans cette boîte-là? Ben, en fait, si tu veux, Mapleur, on a deux parties. Donc, on a le côté où on met en relation avec nos Mhm. partenaires. Donc, ça, c'est clair. Et on a aussi le côté Mapleur qu'on a démarré en juillet, là, cette année, où c'est la Mapleur Core Team, où en fait, les gens sont embauchés chez Mapleur. Où là, c'est plus l'aspect consultation. Donc, je te dirais que là où les gens sont heureux, c'est de nous avoir rejoints aussi parce que c'est ça qu'on voulait faire depuis le début, mais on pouvait pas le faire parce qu'on n'était pas assez, on n'avait pas assez d'argent puis de positionnement. Mais là, en fait, la Mapleur Core Team telle on l'a créée, c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois pas ailleurs dans notre façon de faire, dans notre management, etc. Ce qui fait que les gens, bah, ils sont heureux. Après, c'est sûr que ça, on en parlera. En fait, ça ne correspond pas à tout le monde, et ça, j'en suis totalement consciente. Mais Dis-moi pourquoi il y a des gens qui seraient pas heureux de travailler chez vous ou euh, l'inverse, tu vois? non, c'est dans le sens où nous, on veut faire quelque chose d'hyper transparent et d'horizontal. En fait, ce que moi j'ai subi dans les autres sociétés, enfin, dans la société de conseil où j'ai fait, c'était beaucoup opaque en termes de salaire, en termes d'évolution, en termes de management. Et du coup, ce qui a fait que j'ai voulu partir parce que tout le monde autour de moi aussi était un petit peu en mode ouais, t'as vu mon TJM, t'as vu ça, et je suis pas augmentée et tout ça. Et du coup, tu sais, ça crée du bruit, quoi. Et puis du coup, toi aussi, tu es là, et puis ah ouais, c'est vrai. Et puis du coup, ça crée de la guerre. Et moi, ça, je veux pas. Je voulais quelque chose d'hyper transparent autour de la bienveillance et de la communication. Dire, OK, je peux pas t'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. OK, tu vas être augmenté. Mais en fait, que ce soit hyper clair sur les salaires, les taux qu'on facture aux clients, sur la façon dont en fait on entreprend tous ensemble et voir ça pas comme une entreprise, parce que j'ai jamais montré que ma pleure comme une entreprise, mais comme une communauté en fait qui s'entraide sur des aspects de la vie. Et là où ma pleure, nous on s'est différencié, et là je pense que tout le monde appelle ça de la marque employeur. Moi, je connaissais pas ce terme parce que je suis pas dans le recrutement et puis je suis pas non plus dans ce domaine-là. Moi, c'était juste, en fait, la marque employeur, c'était mes valeurs, ce que je voulais faire paraître de ma pleure. Et en fait, ma pleure, c'est beaucoup l'après-travail aussi, en fait. Là où tout le monde se concentre sur, oui, le bonheur au boulot, mais le boulot, c'est pas que ça, en fait. Il y a aussi d'autres choses. Sauf que dans la vie, souvent, notamment quand tu es expatrié ou quand tu changes de ville, comme moi, je suis partie de Montpellier à Lyon, c'est dur de se faire des rencontres.
t'es pas à l'école, t'as pas tes amis d'enfance, t'as pas ta sœur ou le copain de ta sœur ou peu importe, t'as pas ta famille. Du coup, souvent, les relations, tu les fais au boulot. Et t'es obligé d'être... tout le monde fait ça. Et du coup, si tu concentres toute ta stratégie sur le boulot, bah, tu perds le côté où les gens ont envie du boulot pour le côté social. Et c'est ce qu'on fait avec Mapleur, c'est qu'on fait beaucoup. On favorise vraiment ce côté social-là, ce côté bienveillance, de communauté, de partage, pour que des gens qui changent de pays se retrouvent avec d'autres gens et kiffent en fait en plus du boulot. Ouais, je suis d'accord. Alors du coup, parce que nous aussi avant on allait au bistrot, tu vois, mais depuis le Covid, c'est quoi ces moments extra travail que ton équipe peut partager? Alors déjà ce qu'on peut partager, c'est de savoir qu'on est tous là les uns pour les autres, même si c'est en virtuel. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important, de savoir que tu as des gens à qui tu peux parler, qui ont vécu la même chose que toi, que tu peux vraiment te voir même sans vraiment te voir, parce que c'est vrai que c'est un peu limité, bien qu'au Canada en fait on a peut-être été, au Québec un petit peu moins. On pouvait quand même aller dehors, tu vois, faire des randonnées en gardant 2 mètres de distance. Tu vois, là, par exemple, on peut aller faire du patin. Donc, on peut tous se voir pour faire du patin en petits groupes. Donc, c'est des petites activités comme ça qui font que tu peux, en fait, continuer à avoir ce lien social. Tu peux aider les gens à déménager, tu vois. Tu peux toujours te voir. Nous, on fait des apéros sur notre Discord, tu vois. C'est sûr qu'on n'est pas en face, mais bon, on a tous notre bière et puis on se voit. Et puis, c'est le fun aussi parce qu'on sait qu'on est là. Et puis, en fait, l'énergie de la bienveillance, même si je suis pas à côté de toi, tu la ressens à travers ton écran, tu vois. Et ça, c'est aussi, c'est ça qui est aussi important, c'est que de toute façon, maintenant, on est dans un monde qui a évolué. Il faut qu'on arrive à comprendre que oui, on se verra peut-être pas toujours, mais regarde, c'est génial parce que grâce à ça, on peut se parler. Et puis, si j'étais à côté de toi, je peux te dire que ça changerait pas grand-chose, tu vois. On arrive quand même à partager des émotions. On arrive à partager c'est vraiment de la bienveillance. C'est juste ça que j'essaye de faire paraître au sein de Mapleur, de dire, on est tous là. On peut tous apporter quelque chose. Donc, faut juste être là les uns pour les autres. C'est tout. Moi, ça me va. Est-ce que le secret pour construire une équipe bienveillante, c'est que toi-même, tu sois bienveillant et du coup, les autres sont bienveillants les uns entre les autres? Il y a ça. Il y a beaucoup, en fait, c'est sûr qu'il faut que les créateurs de l'entreprise, je pense, aient les bonnes valeurs pour faire après diffuser aux équipes. Mais il y a aussi dans le recrutement, en fait. Le recrutement, il faut savoir dire non à des personnes qui sont clairement, par exemple, dans la tech, on va dire clairement. Moi, je recrute, par exemple, un développeur Java. Je vais dire, OK, il faut qu'il ait tant d'expérience, etc. Je vais faire l'entretien technique. Sauf que moi, en fait, je fais pas d'entretien technique si je vois que si le premier échange qu'on a eu ensemble, je vois qu'en fait, les valeurs, on n'a pas les mêmes. Même si la personne est excellente sur tous les points techniquement, je suis obligée, en fait, de faire un filtre sur les valeurs parce que on est une petite équipe et que, en fait, au début, tes premiers recrutements, ils sont très importants pour que tout le monde soit en phase, en fait, sur tes valeurs. Ça, dans l'enquête, il y a une question sur la bienveillance. Sur l'enquête de We Love Devs, il y a une question sur la bienveillance. Et en fait, ce qui ressort, en fait, c'est une forme de compétition entre tech, tu sais. Et en fait, elle est assez énergivore, cette compétition entre tech, tu vois. Donc, le projet, il est planté parce qu'on a fait ce choix tech au début, c'est de ta faute. Et en fait, ça c'est pas un environnement bienveillant. Un environnement bienveillant, c'est OK, le projet, il est dans tel état parce que il a été décidé ça au début, mais c'est quoi la solution maintenant? Et les gens qui pensent vers l'avant, cet environnement bienveillant, effectivement. En fait, je le vois aussi quand je passe des entretiens, et j'ai même du mal à recruter des gens plus expérimentés parce qu'ils ont déjà développé ce biais hyper compétitif toxique, en fait. Je suis d'accord avec toi. Il y a de la compétition dans beaucoup, mais en fait, c'est le monde dans lequel on vit. Même sur le salaire, hein, c'est une compétition. Il y a plein de gens, ils vont juste partir de leur boîte parce qu'ils ont capté que leur collègue, il est mieux payé, et ça ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et en fait, cet aspect compétition, après, c'est dans les valeurs aussi, hein, de se dire, si toi, vraiment, ce qui te fait, si ce qui te fait vivre, c'est d'être le meilleur, du coup, c'est bien correct. Par contre, dans ma boîte, moi, c'est pas comme ça que j'envisage les choses, et je pense qu'à un moment, il y aura un conflit. Donc, faut être très transparent en disant, écoute, moi, je te vois comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ok, moi, malheureusement, je pense que ça va pas le faire pour ces raisons, et c'est correct. Et je pense que cette personne, même dans d'autres boîtes... C'est correct, on l'attrape super vite, quand même. Non, mais c'est chiant. Hein. Dans d'autres sociétés, dans d'autres les gens compagnies... qui nous écoutent se rendent peut-être pas compte que tu as pris un idiome québécois, en fait. Ah ouais, que c'est correct. Si c'est de l'empathie client, en fait, c'est fantastique. Hein. Ouais. Mais moi, l'accent, je suis une éponge. On se reparle dans un an, je parle québécois couramment. Il faut que je t'emmène en Moselle, tu vas voir. Moi, quand je suis en Moselle, au bout de 2 semaines, je reparle avec l'accent plate. Ouais, en plus, moi, tu sais que je suis née en Alsace à la base, et je suis alsacienne. Ouais, je suis pas restée très longtemps, mais je suis à Sarreguemines, donc je suis côté français. Hein. Désolé.
Ouais, mais moi, dès que je reviens en Alsace, j'ai l'accent alsacien. J'ai écrit ça ça va être enregistré. Ok, c'est cool. C'est pas grave. J'ai de la famille qui est passée de l'autre côté à Strasbourg, hein. Pas de souci. D'accord. On est tous, voilà. Mais du coup, moi, tu vois, je suis née en Alsace. Après, j'ai vécu dans le sud, donc j'ai un accent alsacien du sud. Et là, dans un an, j'ai l'accent québécois. Alors, je peux te dire qu'on va rigoler, hein. Mais du coup, l'Alsace, du coup, l'Alsace du Haut, le Haut-Rhin, tu es Ouais, ouais, ben, moi, je suis de Mulhouse. de Mulhouse, ok. Ah, ok. Ben, moi, j'ai grandi un bout à Brisac, près de Colmar. Ouais, bah, c'est Je pas vois. loin. Ouais, C'est ouais. pas Mes petits frères et sœurs sont nés à Colmar. On voit qu'ils sont différents, effectivement. C'est... Bah, Non, mais ok. Non, j'ai complètement perdu le fil de ce qu'on disait avant. mais oui, en fait, c'était par rapport au fait qu'une personne, c'est pas parce que tu lui dis non à un entretien qu'elle va pas trouver son Mauvaise bonheur personne. ailleurs Ouais. et que c'est une mauvaise personne. C'est juste qu'à un moment donné, on n'est pas en phase sur les valeurs. Et moi, je recrute énormément sur ça, en fait, sur l'aspect motivation. Est-ce que je me vois travailler avec lui, etc. Est-ce que je peux te poser une question à laquelle j'ai pas la réponse? Parce que c'est moche. Mais Bah, on est en là vrai, pour trouver des solutions. non, mais en fait, c'est parce que, tu vois, je me dis, j'ai bossé chez Altran avant, tu vois? Ouais. Et Altran, c'est 110 000 personnes, donc il y a forcément dans le groupe, 2 ou 3 personnes avec qui je vais pas m'entendre, tu vois? Moi, Mm. il y a une chance significative pour que ce soit des gens avec qui je travaille, tu vois? Alors que Ouais. chez We Love Devs, on est 10 et on Ouais. a recruté tous nos collaborateurs. Donc en fait, les gens avec qui on n'a pas envie de bosser, on a la liberté de pas les avoir dans la boîte, tu vois? Mais quand tu bosses dans une grosse boîte, il y a forcément des gens avec qui tu vas pas t'entendre, tu vois? Et en fait, je sais pas, est-ce que c'est un vrai argument, genre, est-ce que c'est un vrai bénéfice de bosser dans une petite boîte ou est-ce que c'est moi qui ai pas appris à bosser dans les grandes boîtes? Parce que toi, tu as bossé dans des plus grosses boîtes, du coup. Ouais, Chez mais en fait, c'est encore ça, c'est tes valeurs, c'est toi. Peut-être si tu fais un travail sur toi, tu vas dire, ben non, t'es pas en phase avec les valeurs des gros groupes. Mais d'autres, moi, je connais des personnes qui sont pas en phase avec les valeurs des petits groupes. Donc, en fait, il faut de tout pour faire un monde et tout le monde Ouais. pourra trouver son bonheur, quoi. Donc les gens qui seront plus heureux les gens qui arrivent pas à gérer les conflits ou qui ont pas envie de vivre avec des conflits, préférer les petites boîtes, ce sera peut-être plus facile? Bah après, il peut y avoir aussi des conflits dans des petites boîtes. C'est juste que peut-être que les personnes qui veulent travailler dans des grands groupes, ce sont des personnes qui ont besoin de plus de sécurité. Donc ça, c'est un peu la pyramide de Maslow, tu vois. Est-ce que des personnes ont besoin de sécurité, d'avoir des personnes qui leur disent quoi faire tous les jours parce qu'ils n'ont pas encore cette envie ou cette appétence à vraiment sortir de la zone de confort. Donc quand tu es dans un grand groupe, tu es très processé, c'est très carré, mais c'est correct parce que c'est la sécurité. Par contre, les personnes qui ont un peu moins envie de cette sécurité, qui veulent sortir leur zone, bah eux, ils vont plus avoir envie de tester de choses et sont OK de rejoindre une plus petite boîte. Pour moi, c'est vraiment un peu la pyramide de Maslow, hein, c'est que ça, hein. Alors je vais rebondir parce que tu as dit tester. Nous, on fait pas de tests. On est une petite boîte, en vrai, on n'a pas le temps de faire des tests. Tu as vu, il est nul, elle est nulle ma liaison. Mais en fait, dans les grosses boîtes, tu vois, par exemple, j'ai des copains qui sont partis dans des grosses boîtes genre AXA, tu vois. Et mais en fait, ils ont tellement de temps pour faire de la qualité logicielle. Ils ont tellement de moyens, et genre ils ont des centaines de millions de budget pour faire des projets informatiques que j'aurais jamais dans une petite boîte. J'ai quand même Ouais. l'impression que aller bosser sur un poste ou sur un projet où j'ai les moyens de faire du taf de qualité, ça c'est une raison qui me ferait aller dans une grosse boîte. Moi personnellement. Bah oui, totalement, ouais. Et c'est clair. Et encore une fois, il peut y avoir aussi des petites boîtes qui ont les mêmes process de qualité, mais c'est vrai que souvent, dans ce qu'on en entend, c'est que les grosses boîtes, elles ont beaucoup de budget. C'est pour ça aussi que j'ai adoré Enedis, c'est que on avait beaucoup de budget, on avait des belles machines en plus pour travailler, donc ça c'est trop cool. Et on avait aussi beaucoup de temps pour la qualité parce que c'était hyper important. Par contre, il y a aussi des grosses boîtes où en fait c'est des grosses boîtes, mais par contre il n'y a pas de qualité parce qu'ils sont d'équipes. Tu vois, il y a un peu de tout, donc c'est pour ça que c'est important de mettre sur Euh, papier. Qu'est-ce que tu veux pas du tout, où est ton curseur en fait? Et après la du coup c'est à considération toi. des devs. C'est la considération des développeurs parce que tu vois, AXA, par exemple, c'est de l'assurance, mais au Crédit Mutuel, par exemple, les développeurs sont beaucoup moins bien considérés. On les a obligés à venir travailler dans la DSI pendant le premier confinement, tu vois. Parce que AXA, ils ont décidé que, je fais la promo d'AXA alors qu'ils sont plus clients chez nous. Non, mais on en parlera un autre jour si tu veux. Mais je serais très content qu'ils reviennent un jour et revenez, on est mieux aujourd'hui. En fait, chez AXA, le COMEX a décidé que les développeurs étaient stratégiques, que c'est eux qui allaient axer la digitalisation de l'entreprise, que c'est en lançant des produits digitaux qu'ils allaient révolutionner le marché et rester leaders sur leur marché, tu vois. Alors qu'ils ont des entreprises dans le même secteur où les développeurs, ça reste un centre de coûts, l'IT, c'est des coûts, ça rapporte pas d'argent, on les met dans des data centers, on les chauffe avec les serveurs, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'on a les moyens pour les projets, c'est ça qui fait qu'on a les moyens de faire du travail de qualité, tu vois. Mais c'est hyper compliqué de voir ça depuis l'extérieur des entreprises, voir
La Caisse des Jardins, typiquement, au Québec, je sais qu'ils venaient nous chercher à l'école et ils ont l'air d'avoir des gros moyens, mais en vrai, je suis sûr qu'une fois que je rentre, si ça se trouve, je vais découvrir que les développeurs, ils sont pas forcément super bien considérés. Tu vois, ils nous vendaient le fait qu'il y ait une agence de voyage qui vienne sur le siège social, etc. Mais ils m'ont pas expliqué pourquoi les projets informatiques chez eux, ils sont mieux que chez les concurrents, tu vois. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Après, moi, pour répondre à cette question, où souvent, parce qu'après, tu as un grand groupe, mais tu as plein d'équipes de devs différentes. Et que par exemple, chez Desjardins, clairement, parce que tu connais, c'est un des plus gros employeurs au Québec, hein, Mhm. la Caisse Desjardins. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes techniques et il y a beaucoup, beaucoup de projets avec beaucoup, beaucoup de chefs de projet et beaucoup, beaucoup de visions différentes. Et moi, pour moi aussi, ce qui est hyper important, c'est que je veux moi, si un jour je reviens, c'est que mon manager ou la personne qui me lead au quotidien, ce soit un tech. Pas parce que je dénigre les autres, hein. Mhm. C'est pas ça. C'est parce que moi, en tant que je donne plus de crédibilité à quelqu'un qui sait plus de quoi il parle, et du coup, je vais plus avoir tendance à l'écouter et à vouloir en fait faire des choses pour l'aider. Et du Ouais. coup, je vais faire du bon taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, moi, ma technique, c'est Tu vas que te sentir si plus considéré, donc tu auras plus de considération pour lui. ouais, Elle. de fou. Et je veux aussi que quand tu fais un entretien, tu rencontres l'équipe technique et que tu parles, en fait, ça va être qui, en fait, avec qui je vais bosser day to day, quoi. Ça Est-ce va que être avec qui. En fait, j'ai l'impression que mes copains qui ont pris des tafs salariés dans les grands comptes chez côté client, en fait, quand le projet va plus bien, les prestats, ils s'en vont. Tu sais, genre, ils sont dans des bonnes ESN, ils appellent le commercial, ils leur disent: attends, le projet se passe pas bien, c'est en mode là. Et du coup, le SN les sort. Et les salariés en interne, en fait, eux, ils sont obligés de rester jusqu'au bout du projet. Tu vois, quand le projet se passe pas bien ou quand le projet a plus de budget, ben, ils sont encore là. Ou tu es rentré sur un projet, mais demain, tu seras peut-être sur un autre projet parce que tu es salarié, tu vois. Mhm. Et du coup, en vrai, est-ce que toi, tu pourrais revenir salarié? Est-ce qu'on est obligé de faire ce compromis-là quand on devient salarié dans un grand compte? C'est-à-dire le compromis de quoi? Ben, je pense que quand tu travailles dans un grand compte, ben, ok, il y a des projets qui sont cool et des projets qui seront moins cool. Mais tu vas pas choisir quel projet t'es salarié Ah d'un oui, oui, compte oui. avant, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est parce qu'il faut justement que tu t'enlignes avec les valeurs de ta boîte, c'est-à-dire où elle veut aller. En fait, il faut que tu sois, toi, en tant que salarié, toujours au courant de la visibilité. OK, là, ça se passe mal, mais t'inquiète, demain, ça va se passer comme ça, et après, ça va se passer. Donc, en fait, c'est une côté de visibilité, s'enligner avec où va l'entreprise, et que ton manager ou que la personne qui est censée te gérer fasse passer ces infos pour rester motivé, quoi. Ouais, je comprends. Ok, je vois effectivement des gens que je connais qui, même si leur projet se passe pas bien, en fait, ils sont sincèrement alignés avec la mission de l'entreprise et avec les valeurs de l'entreprise, le jeu de valeurs de l'entreprise. Et du coup, en fait, même si le projet se passe pas bien ou qu'ils ont moins de moyens, ils restent et ils sont pas malheureux. Ok, ouais, ça me va. Ouais, c'est ça, de se dire, bah, ok, je sais que là, ça se passe mal, mais j'ai signé pour ça, parce que tu me l'as dit, et que je sais que voilà, vous avez des enjeux, et je suis là aussi pour vous aider dans ces enjeux. Et je sais que demain, ça sera meilleur parce que tu me l'as dit, et que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et que quand tu as confiance en quelqu'un, donc après, c'est aussi un bon côté de transparence, hein, parce que tu peux avoir confiance en quelqu'un qui te ment. Mais du coup, si tu as confiance en la personne qui te dit ça, bah, je pense que tu peux te donner à 100% pour ta boîte, quoi. C'est cool. Je réfléchis, hein. En vrai, on a touché le 45 minutes. Je vais couper le moment où je m'étouffe au début. Mais Bah, du coup, c'est bon, on a plus que 20 minutes, il nous reste plein de temps encore. ah T'es non, étouffé non, pendant. je suis pas étouffé pendant 10 minutes. Mais en plus, on a complètement explosé la timebox. Il est 19h30. Euh, Non, mais c'est bon, j'allais dire c'est correct, mais c'est bien correct. Ouais, en vrai, quand je suis revenu en France, je l'ai gardé longtemps, c'est correct. Et tu sais, dans le Nord, on dit aussi un truc très pratique, c'est je t'appelle et je te dis quoi. Ouais, c'est vrai, je t'appelle et je Euh, te dis quoi. Ouais. et bon, ok, les Parisiens, ils comprennent pas, je peux pas l'utiliser avec mes clients, mais c'est quand même vraiment pratique au quotidien. Genre, je t'appelle et je te dis quoi, ou j'ai réfléchi et je te dis quoi. Mais tu Alors, sais, c'est attends. ce que j'aime trop aussi avec ma pleure, c'est que j'ai la possibilité, comme je suis au Canada, ben, je travaille en fait avec des gens qui sont partout en France, même partout dans le monde, tu vois. Genre des Belges, des personnes en Tunisie, au Maroc, en Recruter France, des gens qui viennent du au Pas-de-Calais. Nord. Pas de Calais, non, je crois pas. Je Il crois faut que pas, tu pas de. recrutes des gens du Pas-de-Calais. En vrai, moi, Ouais. en Mais fait, au début, les gens me disaient que je manquais de diversité dans mon équipe, et je leur disais non, non, et j'ai recruté des gens du Pas-de-Calais. C'était mon argument. Non, non, putain, elle est moche celle-là aussi. Ok, j'espère que les gens vont pas écouter la bande après 45 minutes parce qu'il y a des trolls non, sur les ouais, Alsaciens et le Pas-de-Calais aussi. peut-être que là, les gens se sont endormis tout simplement, hein. Non, non, non. C'est quoi donc, qu'est-ce qui va changer dans le monde des développeurs, dans le monde de l'IT? Qu'est-ce qui va. Est-ce que Kubernetes va tout changer? Est-ce que Docker va tout changer? Est-ce que Webflow va tout changer? C'est quoi le Ouais. prochain bouleversement pour notre métier? Moi, déjà, ce que je pense, ça c'est sans parler de trop de techno, là, pour le coup, je pense que vraiment, déjà, les salaires vont augmenter, ça c'est sûr. Parce que là, il y a en fait,
je dirais, grâce au Covid et à l'internationalisation et au fait que les gens bossent en remote, là, tout le monde se retrouve en mode concurrence avec le monde entier. Donc là, les salaires en France, clairement, les développeurs sont mal payés en France. Je pense que ça, c'est une réalité. Ok. Surtout hors Paris, en fait, où les développeurs sont obligés d'aller à Paris pour avoir un meilleur salaire, etc. Sauf que du coup, ils travaillent plus et puis après, c'est d'autres problèmes. Mais du coup, pour moi, l'avenir, c'est que les salaires vont être obligés d'être augmentés, que là, il faut que les entreprises considèrent les développeurs comme des ressources hyper importantes parce que c'est le plus important. Donc là, les salaires vont augmenter. Donc, meilleure valorisation des techs. Les techs vont se sentir un petit peu plus valorisés peut-être, vont avoir moins tendance à changer de société parce qu'aujourd'hui, le côté salaire, c'est un des points les plus importants. Encore une fois, même si je pense qu'il y a d'autres points, mais au fond, les devs, il y en a quand même beaucoup, je pense, dans ton enquête qui vont dire que ça vient par le salaire. Ah ouais, non, clairement, c'est le numéro 1 pour l'instant. Mais tu sais que les résultats, ils sont affichés au fur et à mesure. Hein. Ouais, voilà. Moi, de toute façon, le salaire, je pense que c'est ça parce que le salaire, c'est caché pour, en fait, tu sais, c'est un peu comme dans un jeu. Tu vois ton leaderboard, en fait, c'est en gros, c'est le salaire, c'est plus t'as un salaire élevé, t'es le meilleur, en fait. Tu vois, je pense. Parce qu'en fait, on demande à tout le monde de scorer, tu sais, les 10 points du test de Damien. Et à la fin, on leur demande si tu devais changer qu'un seul point des 10, lequel ce serait. Et la rémunération, c'est 30% des réponses sur les 10 des réponses possibles. Mais le problème de la rémunération, c'est pas le fait d'avoir un meilleur salaire, c'est le fait d'être valorisé, en fait, et que ça passe par le salaire parce que c'est plus simple, quoi. Parce que le salaire, c'est la quantification de la considération que tu reçois. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens appellent ça la considération financière ou une compensation financière. Ouais, alors que ça aurait pu être un truc, hein. On peut te dire, je te donne moins de salaire. Par contre, tu prends les rênes du projet. Et il y en a, ils vont te dire, go, hein. Go, moi je veux bien. Il y en a, moi par exemple, tu me fais ça, tu me dis, ok, je te baisse ton salaire, mais par contre, je te mets dans un lab d'innovation et puis tu vas faire toute ta journée d'époque à trouver des solutions à des problèmes. Go, moi je fais direct. Tu vois, parce que c'est ce que je voulais en fait. Mais aujourd'hui, le salaire, c'est clairement, on va dire, un des marqueurs les plus importants de valorisation. Et du coup, voilà. Donc, je pense que les salaires vont augmenter, meilleure valorisation, ce qui fait que des développeurs peut-être vont se sentir plus heureux, plus en sécurité par rapport à ça. Ils vont pouvoir penser à d'autres facteurs de bonheur, peu importe, puisque le salaire c'est correct. Pour moi, il y aura plus trop de géographie, donc beaucoup de boulot en remote. Les gens vont avoir envie de bouger, les gens vont quitter Paris, les gens vont se mettre plus en province, à la campagne. Mais ça, on l'a vu avec le Covid et je pense que ça va rester encore pendant un petit moment. Là, je vois, par exemple, même à Montréal, tout le monde est en full remote. Tout le monde travaille de chez soi, sauf que voilà, c'est bien de temps en temps d'aller quand même dans ta boîte. Mais je pense que ça va pas mal évoluer sur le sens full remote, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de cloud. Donc, tout va se passer sur du cloud, une scalabilité plus. Ça va être le métier à la mode, ça va être cloud développeur, le gars qui sait tout faire. Ouais, c'est ça. Tout ce qui sait tout faire, du front, du back, parce que ça, voilà, avec de l'AWS, toute la stack avec des pipelines de fou, tout industrialisé. Tu cliques sur un bouton, ça part et voilà quoi. C'est vrai que AWS, c'est genre une compétence que mes clients ils mettent souvent dans la stack. Tu vois, genre il faut qu'ils fassent du JavaScript, du React, et puis ensuite qu'ils fassent du. Comme je vais tout faire quoi en fait. Ouais, je vais tout faire, puis je vais même faire Jira et puis je vais tout gérer de A à Z. Mais ça va être ça. Personne fait du AWS pour le plaisir en plus, c'est l'enfer. Tu fais parce que t'as pas le choix et que clairement après il y a mais c'est le boulot aussi c'est plus les DevOps qui doivent gérer ça. Donc là des DevOps, je pense que ça va aller de plus en plus. Des devs, pour moi c'est des devs qui deviennent Ops. Beaucoup et vraiment le full stack JS. Pour moi, ça va être un développeur full stack JS qui sait faire le front, le back. JavaScript va conquérir le monde, toute résistance. Ok, on est d'accord. Tu sais que chez nous, il n'y a pas de développeur back, hein. Il n'y a pas d'AWS parce qu'on déploie sur Clover Cloud, Git push et c'est déployé. Voilà, pour moi, ça va être plus autour de ça que ça va s'enligner. Après, voilà, je dis ça, mais on verra comment ça évolue. Mais je vois quand même sur le marché canadien, ça s'enligne un peu comme en France, où par exemple l'année dernière, des full stack JS, c'était pas forcément recherché, mais là c'est de plus en plus. Donc en front, beaucoup React prend le pas sur le marché canadien, en back Node.js, et après c'est du cloud, donc beaucoup sur AWS. Pourquoi c'est dur de trouver un job où on est heureux? C'est dur parce que on prend pas le temps de se poser la question, en fait, de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux. On se prend pas le temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai créé le job qui me rend heureux parce qu'il n'existait pas. Mais il y en a peut-être qui trouveront. En fait, c'est parce que le problème, si on n'est pas heureux, c'est parce qu'on peut-être qu'on n'a pas mis le curseur au bon endroit et au bon moment. C'est tout. Peut-être
passer trop de temps à chercher un gros salaire et on aurait mieux fait peut-être de passer plus de temps à trouver une équipe bienveillante parce qu'on est quelqu'un de très bienveillant. On aurait dû passer plus de temps à trouver peut-être une géolocalisation géographique. Par exemple, des gens passent leur vie sur Paris parce qu'ils sont nés à Paris et puis que leurs parents leur ont dit qu'il faut rester sur Paris et qu'ils ont la famille à Paris, les amis à Paris, qu'ils ont peur de quitter ça. Mais au final, peut-être que prendre le pas, comme voilà, je parle pour les gens qui sont partis au Canada, c'est ok au début, peut-être ça va être dur, mais après tu vas te ressentir peut-être plus heureux ou j'en sais rien. Mais il faut juste se poser les questions de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire parce que, encore une fois, je vais le redire, mais faut vivre maintenant, quoi. Je dirais même que si tu te poses pas les questions, tu peux pas vivre maintenant. C'est ça, si tu te poses pas les questions, tu peux pas savourer le présent parce que tu envies toujours un futur qui n'arrive pas. Du coup, carpe diem, savourer le présent. Du coup. Mais tu sais que, juste pour dire, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de personnes quittent la France. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, le Canada, le Québec aussi, c'est beaucoup axé sur le bonheur au travail. Beaucoup. Donc, des horaires plus light, une vie après le travail. Donc, les gens partent du boulot à 16h30 pour aller skier, pour aller profiter de leur famille. Ils passent moins de temps au boulot, ils passent plus de temps à vivre. Le boulot leur laisse... Et ça, c'est bien. Tout le monde en parle et tu vois, et tout le monde est OK avec ça. Il n'y a pas de tabou sur d'avoir une vie après le travail. Les salaires sont plus élevés aussi et ils travaillent moins de temps. Tu vois, les devs gagnent beaucoup plus au Canada. C'est rigolo ça, parce que quand je suis arrivé au Canada, les gens ils me disaient « Ouais, mais vous, en France, vous avez les 35 heures, vous travaillez moins. » Ouais, non, mais super. Qui a fait 35 heures? Lève la main, hein, parce que... Le deuxième, on avait un prof à l'école qui était le DSI de Rio Tinto Alcan, et il nous a dit, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une réunion en France et une réunion au Québec? Et je lui dis, en France, elle est finie au Québec, elle est finie à 16h30, alors qu'en France, on l'a finie à 20h. Il dit non, c'était pas ça. Parce qu'en France, s'il y a personne qui s'est énervé, personne qui a tapé du poing sur la table, vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas l'impression d'avoir avancé. Alors qu'au Québec, s'il y en a un qui s'énerve, tous les autres, ils dorment pas le soir en se demandant qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il soit en colère contre moi. Et, Exactement. ouais, ok. Cet environnement, ouais, peut-être que la bienveillance en entreprise, c'est la norme en Amérique du Nord de manière générale, hein, c'est possible. Je sais pas. En tout cas, moi, pour ma visibilité du Québec, pour moi, c'est ça. Beaucoup de bienveillance. Ne pas, par exemple, même un onboarding, tu vois. Par exemple, quand moi, par exemple, j'étais onboardée chez Enedis, tes 2-3 premières semaines, tu dors pas la nuit. Enfin, t'as le cerveau, il a appris plein de trucs. T'es là, demain, faut que je fasse ça. J'ai pas mes accès, mais je vais trouver ça. Ah oui, il faut que je fasse ça. Mais c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Alors, t'as ton bloc-notes et t'es là. Au Québec, c'est chill. On veut pas trop te brusquer. Il faut que ça aille tranquille. T'inquiète pas, ça va le faire. Pose des questions. Et du coup, parfois, ça perturbe. Moi, j'ai accompagné, par exemple, des gens de Paris qui m'ont dit, mais attends, c'est trop bizarre, en fait, c'est trop chill. Et en fait, ça met une acclimatation où au début, en fait, à tes premiers mois, il faut te recentrer en disant, OK, c'est normal, j'ai juste été formatée comme ça en France, il faut que j'accepte. Et c'est pas pour ça que je vais me faire du moins bon travail. C'est juste que tu vas avoir l'impression, et on m'a utilisé ce terme, d'être moins pressé comme un citron. En France, tu es plus pressé pour faire ton travail, mais tu le fais peut-être aussi bien, j'en sais rien. Mais au Québec, on va moins te forcer. Il faut plus que ça vienne de toi, de ce que toi, tu peux donner. Et parfois, ça perturbe parce qu'on dit, on me presse pas comme un citron, je suis un mauvais dev, on va me virer. Ouais. Tu vois, on va me virer, c'est pas possible, on m'utilise pas, je sers à rien, il faut que j'ai des projets à côté parce qu'on m'utilise pas. Non, je suis d'accord. Je suis reparti du Québec avec en fait, plus une sensation. Moi, c'était plus dans ma vie sociale. J'avais l'impression que j'avais pas réussi à créer du lien avec les gens qui m'entouraient, qui étaient québécois, parce que c'est très compliqué. En fait, faut faire un bel effort. Tu vois, les gens que tu croises en soirée, par exemple, tu rencontres quelqu'un au bar, tu le recroises le lendemain, tu vas peut-être t'éclater avec lui, tu vas t'amuser sur la soirée. Le lendemain, tu le recroises, il te dira pas bonjour. Tu vois, il va trouver ça bizarre que tu fasses le tour pour lui dire bonjour. Tu vois, ma vie sociale, je m'étais senti très seul dans ma vie sociale, et surtout, j'avais du coup passé du temps qu'avec des Français. Et je pense, ouais, quand j'étais jeune, j'avais besoin de me disputer, j'avais besoin de hustler pour développer ma considération. Et donc, du coup, je m'étais dit qu'au Québec, j'allais mouliner dans le vent. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus heureux au Québec, tu vois. Bah oui, parce que en fait, c'est aussi, il faut voir ça comme une richesse, de dire, OK, on est deux personnalités différentes, essayer de comprendre, c'est comme un protocole de communication, deux API qui doivent communiquer, à un moment donné, il faut s'adapter, tu vois. Donc, c'est des efforts à faire des deux côtés, mais c'est la richesse d'un pays comme
Canada, c'est un pays hyper multiculturel. Tu essaies de rencontrer des Canadiens, tu peux rencontrer des personnes de n'importe où dans le monde, en fait, et il faut t'adapter. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Bon, c'est sûr qu'avec le Covid, on ne peut pas s'adapter, c'est compliqué. Mais moi, ça fait partie aussi des choses que j'adore. J'adore apprendre. Je pensais que je pouvais apprendre que dans le boulot, en fait. Mais en fait, non. Je peux apprendre dans la vie. Je peux changer de pays, me réadapter de zéro. Comme on dit, on crée une appli from scratch. Moi, j'ai redémarré ma vie from scratch à 30 ans dans un nouveau pays. Et je suis trop contente. Ouais. Et je le referai peut-être, j'espère, peut-être dans un an, je serai plus au Canada et je serai dans un autre pays du monde et je redémarrerai de zéro avec trouver où est-ce que je vais faire mon épicerie parce que je sais même pas c'est quoi les magasins, je savais pas c'était quoi les magasins, à apprendre comment ça s'appelle Doliprane parce que je sais il y a pas de Doliprane ici. C'est des trucs tout bêtes de la vie quotidienne, mais moi j'adore sortir d'un aéroport et me dire c'est où que je vais trouver mon taxi et c'est quoi, comment, et j'adore ça. J'ai voyagé avec un sac à dos pendant 30 jours avec ma compagne. À un moment, on a fait notre interrail, tu sais. Et il y a un moment où on est revenu, on est arrivé à Venise et j'étais soulagé parce qu'on pouvait acheter des tickets de transport avec un automate. Ah. Et ça faisait 15 jours qu'on était dans des pays où il faut aller parler dans un kiosque à un humain pour acheter des tickets de bus, tu vois. Ah ouais. Et ouais, donc ouais, effectivement, je comprends. Je comprends effectivement, c'est cool. Ben voilà. Moi, je trouve ça cool et c'est pour ça qu'aussi j'ai commencé Mapleur parce que moi, le but de Mapleur, c'est de donner la possibilité à des gens, en fait, d'accompagner des gens dans la réalisation de leurs rêves. Hein. Moi, c'est comme toi, en fait, je kiffe en fait aider les gens et j'ai toujours fait ça de ma vie et je ferai ça toute ma vie. Et là, j'aide les gens en fait de ma communauté des devs à sortir de la zone de confort et dire ok, ben, j'ai la possibilité d'aller découvrir le monde et d'en revenir peut-être dans mon pays plus enrichi et différent. Par exemple, une expérience internationale pour moi, c'est pas forcément toute ta vie. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être même 6 mois pour certains. Puis tu rentres et puis c'est bien correct comme ça. Puis tu peux faire d'autres pays, c'est bien. Et en fait, le but de Mapleur, moi, c'est vraiment ça. En fait, c'est de dire aux gens, mais regarde, c'est possible. Tu peux en fait prendre ce temps pour faire une pause dans ta vie. Et puis pour être après plus heureux peut-être quand tu rentreras chez toi, quoi. Je vais te poser la dernière question et après on va prendre 5 minutes pour faire un détour. Du coup, on est en train d'écrire un livre avec Marcy et Nicolas, qu'on veut être le guide ultime pour être heureux dans l'IT. Ce sera notre handbook de We Love Devs et encore un anglicisme. Désolé pour la personne sur Twitter. Quel est le conseil de Marion Félix pour être heureux dans l'IT ? Ben moi, pour être heureux dans l'IT, c'est vraiment ce qu'on a dit depuis le début, mais c'est se recentrer sur ses vraies valeurs, vraiment prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est hyper important pour nous et pouvoir justement mettre en application ces valeurs-là dans toute notre vie, mais aussi dans le travail. Parce que le travail, c'est une partie intégrante de la vie, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, Donc, voilà. quand tu conseilles tes clients, parce qu'on fait du conseil aussi maintenant, quand tu conseilles tes Ouais. clients, est-ce que tu les accompagnes sur le fait de présenter ces valeurs ? Ouais, mais d'ailleurs, si je vais t'en parler, Damien, mais je vais te mettre en relation avec une personne qui travaille sur ça actuellement, justement pour justement, il a mis en place un outil pour que les entreprises puissent prendre le temps de trouver ces valeurs-là. Il s'appelle Bertrand Beauregard et je te mettrai en relation avec lui parce qu'il est excellent. Il est excellent et justement, ils sont en train de travailler sur ça. Il y a aussi hypnose humaniste, etc. Il a un cabinet tout autour de ça. Bon, ça, c'est vraiment en fait un environnement qui est hyper intéressant. Je vais te mettre en relation avec lui parce que je pense que vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est se recentrer sur ces valeurs, que ce soit de la part des candidats, parce que quand ils vont faire un recrutement, il faut cibler la bonne entreprise, mais aussi les recruteurs, comprendre les valeurs de l'entreprise et pouvoir dire non à certaines personnes parce que ça ne matche pas par rapport à ça. Est-ce que du coup, tu conseilles aux entreprises d'être plus clivantes dans leur marque employeur pour attirer les bons candidats ? Ouais, bah en fait, faut aussi pas bullshiter. On peut parler en bon français. Faut pas bullshiter parce que ça va se savoir, clairement. Donc, tout le monde parle de marque employeur, faut mettre des trucs de fou. Mais au pire, s'il n'y a pas de marque employeur, c'est aussi correct. Faut juste pas le mettre. Faut mettre que quand c'est vrai et quand c'est que ça va vraiment être vrai, en fait, sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que oui, si tu es clivant et que, par exemple, tu as une entreprise, je sais pas moi, qui veut recruter que des gens avec une certaine valeur, mais ok, bah fais-le et montre-le et tu vas voir que de toute façon, plus ta cible est petite, plus tu sais comment tu dois leur parler et plus tu vas arriver à les convaincre parce que tu sais parler aux bonnes personnes. Donc oui, moi je dirais oui. On a travaillé avec un client récemment et en fait, ils nous ont pas commandé de faire des personas candidats. Tu vois. Par contre, on devait faire une ligne éditoriale pour le blog
Et donc, on a fait des personas pour la ligne éditoriale. Il faut bien qu'il y ait des gens à qui on s'adresse, tu vois. Ouais. Et souvent, les recruteurs ou les RH, ils veulent pas faire de personas candidats parce que ça ferme les opportunités, tu vois. Ils veulent pas rentrer dans des clichés. C'est pas forcément les gens en marketing. Ils aiment pas mettre les gens dans des boîtes. Tu vois, ils veulent rester ouverts. Et j'étais très content qu'il y ait un de nos personnages qui leur plaise parce que je l'ai présenté. J'ai dit tous les personnages étaient des femmes d'ailleurs dans la Inito. C'était du féminin radical. Et j'ai dit elle fait 5 salutations au soleil tous les matins. Et en fait les clients tous ils étaient d'accord en disant. Et je leur dis, en vrai, je dis pas que tous les gens qui viennent travailler chez vous, ils aiment faire du yoga, mais quand même, vous êtes une des seules entreprises où les gens ils trouvent ça normal de faire une pause entre 2 réunions pour aller faire du yoga tous ensemble dans la pagode qui est au milieu du bâtiment, quoi. Donc, il faut le mettre. Il faut en parler et en fait, au pire, vous allez attirer des gens qui trouvent ça pas pénible le yoga, mais qui vivent pas pour ça. Mais si les gens vraiment trouvent ça agaçant le yoga, faut pas qu'ils viennent chez vous et c'est pas grave. Imagine ça clairement. Tu fais pas ton persona, donc ils recrutent une personne et tu vas pas dire dans l'entretien, moi je déteste le yoga, je suis contre les gens qui font du yoga. Je vais pas le dire à l'entretien. Et là, tu recrutes cette personne et deux semaines après, elle voit sa collègue qui part faire son yoga, elle regarde, elle dit, oh mais c'est trop laid ça de faire du yoga. Mais tu crois que ça va créer quoi comme ambiance dans le fun space? Elle va la trouver pas productive, tu vois. Moi, du coup, j'adore bosser avec eux parce que, typiquement, genre, on fait des réunions où ils sont très nombreux. Et donc, c'est arrivé une fois que le mercredi, on fait une réunion. Et puis, en fait, il y en a un, il y a un collaborateur, son gosse, il est dans le champ. Il regarde ce qu'il fait, tu vois. Et du coup, il lui dit pas, ah non, mais je suis en train de travailler, il faut que tu sortes. Puis alors, il dit juste, c'est la journée des enfants, hein, donc les enfants sont à la maison. Puis tout le monde a continué la conversation normalement, tu vois. Il y a plusieurs enfants qui passent dans le champ. Et en fait, chez eux, c'est normal, tu vois. Et ils se rendent pas compte en fait que ils se rendent pas compte qu'ils ont de la chance, tu vois, d'avoir ça et que chez eux, enfin parce qu'il y a plein de boîtes où en fait genre si on entend le moindre bruit à côté, c'est un scandale, etc. En vrai, on a explosé la timebox. Bon, mais de toute façon, moi, c'est l'habitude. Je parle beaucoup trop, mais c'est parce que voilà, encore une fois, quand tu passes un bon moment. Mais de toute façon, moi, le mercredi, c'est ma journée où je fais des trucs que j'adore, et là, je suis trop contente de passer ce moment avec toi, en tout cas. Moi, en vrai, j'ai passé un bon moment. Du coup, j'ai fait la sieste cet après-midi parce que je travaille ce soir avec toi. Et demain, Mais moi, je peux la faire après, tu vois, c'est encore mieux avec le décalage horaire. Demain, j'enregistre avec Anthony vendredi. D'accord. Demain midi, j'enregistre un podcast avec une dame qui s'appelle Laura et qui était danseuse avant et qui est allée à San Francisco et qui a appris à coder du coup parce qu'à San Francisco, il n'y a pas de danse, il n'y a que du code. Et aujourd'hui, elle est chez Deezer. D'accord. Et vendredi, j'enregistre avec Anthony et j'enregistre avec Hervé aussi. Et ça va être un bon moment. Hervé, c'est un habitué de We Love Devs et il vient au bureau et on va aller manger un morceau avant et tout ça. Donc ça va être un bon moment aussi. Okay. Et Anthony, c'est qui Anthony qui tu... Anthony de The Mature Dev. D'accord, ok. Je suis très curieux parce que Anthony, en tant que Belge, ancien gérant de société, je suis très curieux de savoir aussi ce qu'il pense de l'IT, du métier de développeur, de la vision du métier de développeur. Et je suis sûr qu'il va enrichir encore il y a un mot pour ça, c'est un peu l'auberge espagnole, tu vois, chacun vient avec son portrait du développeur et à la fin on aura quelque chose, une image composite. Ouais, je vois très bien. Ok, écoute, merci beaucoup d'avoir contribué. Un patchwork. Merci beaucoup d'avoir contribué à la fresque. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te contacte? On me retrouve où? On me retrouve, je suis sur LinkedIn, on peut me retrouver partout, et puis sur le site mapleur.co, je pense que tu peux me retrouver facilement. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, et puis au plaisir de collaborer sur d'autres formats avec toi, parce que c'était vraiment cool. Ça marche, merci beaucoup, à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt.